Est-ce que Dieu existe? Ah bah non, c'est moi. Oh. Non, c'est moi. Non, Forcément. c'est moi. Ok. Bon, ça va. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Ça va bien Grégoire, bonjour à tous pour cette émission un peu spéciale. Tout à fait spécial même, puisqu'on va répondre à vos questions. Voilà, on vous a demandé il y a quelques semaines maintenant de poser vos questions sur les forums d'Audiofanzine. Et ben voilà, vous avez posé vos questions et nous allons y répondre tout de suite. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé. C'est vrai qu'on a fait une bonne grosse trentaine dont on refait le patch. Ouais. On s'était dit que c'était le temps de faire un petit point, un petit débrief comme ça. Exactement. Et puis de répondre aux questions des uns et des autres qui sont très très variées. Oui. Ça, comme on a vraiment direct, de tout. On va voir avec le standard direct avec la première question. Ça paye bien Audiofanzine, point d'interrogation. Cash, direct, la question de l'argent. Oui et non, tout est relatif, comme nous le disait Einstein. On gagne plus que des RMistes et moins que des médecins généralistes, je vous rassure. En tout cas, on roule en Porsche, ça c'est sûr. Oui, voilà. tu es garé en double fil. Exactement. Juste à côté de ma Ferrari. Quel produit de beauté utilisez-vous pour avoir de si belles barbes? Personnellement, c'est de la sueur que j'utilise. Voilà, c'est assez luisant. Voilà. Ça, et moi, je me frotte contre lui en fait tous les matins. C'est pratique. Ça fait assez velcro, gênant, ça. hélas. Donc en général, il faut nous démêler, mais voilà, c'est le secret là. À quel niveau doit-on enregistrer moins 18 dBFS, point d'interrogation. Voilà, une question technique cette fois-ci, donc c'est très bien. Écoute, moi j'ai envie de te dire, essaye de viser effectivement moins 18 dBFS, sachant que maintenant, avec les interfaces audio actuelles, le bruit de fond est plus trop un problème a priori. Donc surtout l'important c'est de garder une marge par rapport au 0 dBFS, parce que au-delà de ça, tu vas saturer numériquement et là ça va être très très moche. Alors, le binaural, c'est quoi? Oh, excellente question. C'est la reproduction finalement de l'audition humaine, de l'audition qu'on a avec nos deux oreilles, parce qu'il ne vous aura pas échappé que si bien mixés soient les disques depuis des décennies, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on entend quand le groupe joue vraiment devant nous. Tout à fait. Le binaural donc essaye de recréer ça. Il y a non seulement une histoire de stéréo, mais il y a une histoire de profondeur, c'est-à-dire que quand on écoute avec nos deux oreilles, si on ferme les yeux, on sent que l'instrument il se trouve dans cette zone-là, qu'il est plus loin, plus proche, qu'il est en haut, qu'il est derrière même. Le binaural, ça vise à reproduire ça avec un bon vieux casque. C'est surtout le micro qui est très spécial parce que c'est un micro Alors, en fait, avec une forme de tête, on va dire, avec les deux petites oreilles. Moi, j'avoue que personnellement, je n'ai jamais été très convaincu. Tant qu'on sera sur une reproduction à partir de haut-parleurs, on n'y arrivera pas. Il faudra directement adresser le nerf auditif, lui envoyer directement du signal en bypassant l'oreille. Et comme ça, on pourra vraiment simuler ce qu'entendent nos oreilles. Il parle de musique plus précisément. Alors, donc, pour la musique, le son surround, le son multicanal, tout ça, ça fait un certain temps que ça existe. Pour l'instant, alors personnellement, j'ai pas de grands référents, mais à part, oui, dans les lives où il s'agit de donner l'impression qu'on est au milieu de la foule et tout, j'ai jamais vu de trucs très concrets, vraiment très intéressants sortir. Moi, j'adorerais qu'on ait un jour la possibilité, grâce à un système binaural, d'écouter un disque des Beatles et pouvoir se déplacer, se mettre derrière Ringo, de se mettre à côté de Paul et tout. Ça, j'adorerais. Avec la VR, la réalité virtuelle, là, ça peut être vraiment intéressant. Là maintenant, ils essayent de vendre des casques de cons et voilà, ils vont nous vendre aussi des technos binaurales. Et puis iTunes va sortir tous les morceaux en binaural pour que vous les rachetiez. Moi, je trouve que ça peut être vraiment une techno intéressante. Après, c'est vrai qu'artistiquement, dans la musique, voilà, j'attends de voir, on va dire. Puisque vous parlez des dinosaures, pensez-vous qu'ils faisaient de la musique? Si oui, quel type de musique? Bien sûr qu'ils faisaient de la musique, évidemment. Il fallait qu'ils se reproduisent aussi. Voilà. Pour draguer la dinosaurette. Voilà. Il y a un moment, pour que le T-Rex y mette sa langue dans la bouche de la T-Rexette, il faut bien qu'il y ait un Vicos à un moment qui fasse un solo, quoi. Voilà, non, c'est la preuve par A plus B. Voilà. Avez-vous encore le temps de composer? C'est quoi votre dernier chef-d'œuvre, à part la musique de fin d'année? Le boulot d'Audiofanzine, c'est un boulot à plein temps pour moi. J'ai une petite famille qui s'agrandit en plus bientôt, donc c'est vrai que j'ai moins de temps. J'ai beaucoup plus de petits morceaux maintenant. Je continue de faire de la musique, évidemment, mais c'est plus terminer les morceaux qui est plus compliqué, on va dire. Il fait, comme moi d'ailleurs, il fait beaucoup de bout. Vous arrivez à dégager, allez, soyons fous, 1 heure sur votre planning familial. Vous appuyez sur Rec, vous faites un truc et vous faites 2 mesures d'un truc qui vont rejoindre les centaines de 2 mesures que vous avez déjà sur votre disque dur en attendant un jour que ça devienne vraiment une compo. C'est vrai que c'est ça le plus compliqué, hein, c'est vraiment mener le projet à bout. On s'y colle, ne serait-ce que pour l'émission, on y tient vraiment, on s'y colle quand même vraiment souvent. On essaye en tout cas
le plus possible. Oui. Pensez-vous que d'autres éditeurs vont suivre Propeller Head en développant des applications universelles Windows 10 ? Eh ben, écoute, moi je ne suis pas utilisateur de Windows 10, mais je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Ça va bien finir par se faire. Les freins actuels, c'est simplement que je pense pour Windows, c'est un micro-marché. Ce qui va décanter les choses, c'est peut-être la convergence iPad-Mac. À un moment, tous les ordinateurs seront et des tablettes et des ordinateurs, ils seront tous tactiles. On aura des softs vraiment convergents et ça permettra aux développeurs de simplifier la vie. On aura à peu près les mêmes composants dans une tablette que dans un ordi. De toute façon, les constructeurs de tablettes ont pas ça à l'esprit, ils s'en foutent un peu. On voit bien même Google, ça a progressé sur Android, mais on voit bien qu'ils sont pas ultra motivés par le truc. Ça reste un petit marché pour eux, donc c'est sûr qu'on a un peu la cinquième roue du carrosse parfois, mais bon, il n'y a pas de raison que ça arrive jamais, quoi. Oui. Alors, quel est pour vous le meilleur stan ? C'est la meilleure stan parce que c'est une station de travail. Oui, tout à fait, la meilleure stan. Et non, j'ai envie de dire c'est Pro Tools pour que tout le monde s'étripe dans les forums. Elle est trop bien. Non, mais en tout cas, surtout pas Reaper. Non, je déconne. En fait, c'est ultra subjectif comme question. Il se trouve déjà, ça dépend de quelle utilisation vous avez d'une stan. Il y a des genres musicaux, il y a des stans qui sont plus ou moins bien faites suivant les genres musicaux. Il y a des stans qui répondent à des exigences de songwriter, d'autres à des gens qui vont faire de la musique à l'image. Nous, comme on a un profil songwriter, on a plutôt aimé Studio One. C'est la stan qu'on utilise aujourd'hui. Mais très sincèrement, et c'est ça qui est génial, on s'en est rendu compte en faisant le tour un peu des stans, c'est qu'il y a des bonnes idées partout et que si du jour au lendemain on me disait tu vois cette stan là, tu vas devoir utiliser plus que celle-là, ce serait pas un énorme problème. Elles sont pas si différentes que ça, elles font à peu près toutes la même chose. Essayez les démos, faites-vous votre idée et vous laissez pas impressionner par bidule ou machin, et surtout pas même par le marketing. Quand on elles sonnent toutes pareilles aussi. Oui, c'est surtout des soucis d'ergonomie qu'il faut voir. Enfin, ça sonne mieux sur PC. Oui, non, ça c'est un autre débat effectivement. mais surtout, vous laissez pas avoir quand on vous dit que Rick Rubin travaille sous tel stan et que Bidule par contre adore tel autre, oui, c'est de la connerie. Rick Rubin, c'est un producteur de génie, un ingé son de génie. S'il devait faire un excellent disque, il pourrait le faire avec un freeware. Si vous êtes DJ, que vous faites du live, vous voulez faire du live avec ses concerts, oui, Ableton Live, oui, Bitwig, oui, FL Studio, c'est peut-être un peu mieux que, je sais pas, Pro Tools ou Cubase, même s'ils ont d'autres arguments, mais voilà. Bonjour, doit-on mettre une émulation de console genre RAID avant ou après effet et EQ, etc. Merci. Act, merci. Eh ben, j'ai envie de dire, ça dépend. Regarde le manuel. En fait, j'en sais rien. Oui, à moi, a priori, je les mettrais plutôt avant les effets. Mais en fait, ça dépend de la console que c'est censé émuler. Ça dépend où se situent les inserts et les envois dans le synoptique de la console que ça émule. Et j'ai envie de te dire aussi, il n'y a aucune règle en audio, donc essaye les deux. Là, il n'y a que deux possibilités de toute façon, donc essaye les deux. Il faut dire un truc, c'est que sur les émulations de console, c'est un peu dur d'essayer les deux parce que parfois, on met avant et on se dit ah tiens, et puis on met après, on dit ça sonne pareil. Voilà. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a perdu 200 balles en se faisant niquer sur un mec qui disait effectivement qu'il y a quelque chose dans le bas médium. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Existe-t-il une musique objectivement bonne et une musique universellement mauvaise ? Tout à fait. La bonne, c'est la mienne. La mauvaise, c'est la vôtre. Je vous renvoie à l'Hippias majeur de Platon, qui essaie de déterminer la notion de beau. C'est pas compliqué à lire pour de la philo, mais ils se prennent la tête, c'est savoir qu'est-ce qui est beau, c'est une belle fille, ou c'est un bel arbre. Et en fait, ils se rendent compte que il y a aucune définition qu'on peut arrêter. À la fois, c'est ça qui est ultra agaçant dans la musique, et à la fois, c'est ça qui est génial. Toutes les musiques peuvent finir par trouver leur public. Ce qui compte, c'est surtout de se faire plaisir. A priori, on n'est pas là pour faire de l'argent à tout prix, pour vendre à tout prix. Universellement, on commence à de moins en moins vivre de la musique. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, bon ou mauvais, je sais pas. Lucratif, après, c'est... De moins en moins, oui, voilà.
Alors, une question sur Avid apparemment. Avid et Onatan. Avec la sombre et lente descente aux enfers de Pro Tools, la montée en puissance des autres comme Studio One et j'en passe, que pensez-vous d'Avid actuellement avec son ouverture de fonctionnalités auparavant limitée à Pro Tools HD sur des plateformes natives, de son manque de communication, etc., de sa stagnation et validant. Alors. Ben moi, au risque de vous surprendre, je vais prendre la défense d'Avid. Alors, pas complètement, parce que je comprends tout à fait Avid ces dernières années par exemple, à abandonner les interfaces audio d'entrée de gamme. C'est vrai, passer sur un modèle d'abonnement. La dernière version de Pro Tools, quand elle est sortie, il y avait plein de nouveautés annoncées, mais qui n'étaient pas encore là. Et puis bon, on fait payer cher parfois les mises à jour. Ils ont fait quelques erreurs, on va dire. Je comprends qu'au niveau de la relation à leur clientèle, c'est pas toujours génial. Après, ce dont il faut avoir bien conscience avec Avid, c'est que l'offre qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'il y a une offre de A à Z qui intègre l'image, parce que Avid, c'est aussi c'est pas que Pro Tools, c'est aussi Composer. Media Composer. Et puis c'est aussi plein de hardware, des surfaces de contrôle et tout. En gros, c'est la seule boîte qui propose un truc qui fait studio, live et broadcast et qui est capable d'avoir une solution tout intégrée. Donc quand vous appelez TF1 ou quand vous appelez Luc Besson et que vous montez un studio de prod, bah non, vous n'allez pas vous faire chier à benchmarker et à vous dire est-ce que je passerai sous Studio One ou Reaper ou FL Studio et puis pour aller me faire chier après acheter mon interface audio ailleurs et puis le banc de montage. Non, vous avez une boîte qui est spécialisée là-dedans et qui vous propose une solution clé en main. Alors après, on peut dire que ça manque de dynamisme sur certains trucs et tout, mais c'est plutôt une solution et on peut critiquer des choix économiques, des choix commerciaux. Mais après, c'est une solution tout en un qui fonctionne plutôt bien. La preuve, c'est que les 20 dernières années, tous les disques quasiment sont passés par un Pro Tools. Et autant on a eu des disques de merde, évidemment, mais autant on a eu des très bons disques aussi et des professionnels qui n'ont pas galéré pour les sortir. Bah, après, ce qui se rapproche le plus, on va dire, de David à ce niveau-là, c'est peut-être Steinberg avec ses nuages et puis tout à fait, au niveau des solutions, et encore c'est pas au niveau de l'image, ils ont pas tout à fait. Cakewalk a essayé aussi de sortir un peu du hardware, mais ça reste très timide. J'ai eu une petite anecdote perso. Puis il y a un an, j'ai dû bosser sur le mixage d'une petite pub, et en fait la personne qui avait fait le montage audio l'avait fait sous Media Composer, et il se trouvait que j'avais voulu essayer de faire le mixage sous ma stan habituelle, et il se trouvait que ça ouvrait très mal ce que m'avait envoyé le gars qui avait fait le montage audio, et ça s'est parfaitement ouvert sous Pro Tools parce que ça a été fait sous intégré, ça a été fait sous Media Composer, et c'est vrai que du coup j'ai utilisé Pro Tools pour ça. C'était pas la stan auquel j'ai le plus habitué, mais ça m'a pas trop dérangé parce que quand on fait que du mixage, c'est pas très compliqué de toute façon. Si vous êtes songwriter, que votre but c'est de faire de la musique dans votre chambre comme ça tranquille, je dis pas que Pro Tools ou tout ça c'est plus pro, hein, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut rechercher d'autres choses. Par exemple, oui, Pro Tools c'est assez chiche justement sur les outils de composition, sur la partie MIDI, c'est plutôt un magnétophone audio très bien fait du côté de l'editing et tout, mais le MIDI c'est quand même pas trop son truc, un peu comme Samplitude d'ailleurs, ça dépend vraiment des besoins. Exactement. Et une dernière chose que je voulais ajouter, c'est que c'est très bien implanté à vide, très bien implanté dans les écoles aussi. Quand vous faites une école de son, que ce soit la SAE, l'ISTS, Abbey Road Institute ou que sais-je, en général on vous apprendra à utiliser Pro Tools. Pourquoi ? Parce que dans les boîtes de prod il y a Pro Tools. Alors c'est un peu un peu un cercle vicieux. Que pensez-vous de la course permanente aux émulations ? Ne faut-il pas plus inventer que recréer ? Globutu, moi je suis assez d'accord avec toi. Moi je suis pas spécialement fan des émulations en règle générale, tout ça parce que je pense j'ai pas eu le hardware entre mes mains, donc c'est vrai que je suis pas particulièrement attaché à ça. Et ben je suis parfaitement d'accord avec vous deux, et toi Redled et toi Globutu. Moi je dirais même que ça me gonfle, c'est-à-dire ça me gonfle non seulement parce que il n'y a pas d'intérêt, avoir un compresseur qui sonne bien ça m'intéresse, avoir le compresseur de machin dans les années 60 ou Abbey Road, je sais pas quoi, je m'en fous. Et j'ai envie de dire, si on continue de courir après le matos qu'on avait dans les années 60, c'est pas comme ça qu'on va inventer la musique de demain ou le son de demain. Je suggère le sujet suivant.
La question de la quantité de mémoire ridiculement petite dans les synthés à sample, workstation, etc. Effectivement, c'est une très bonne question. Le truc, la question, il faudra plutôt la poser aux constructeurs. Et les constructeurs, j'allais dire, ils changeront pas leur fusil d'épaule. Alors, toi, tu avais une explication qui est très simple. C'est que effectivement, de gérer, par exemple, il y a le coût, effectivement, c'est l'industrie de l'audio, c'est une petite industrie. Hein. C'est-à-dire, c'est une industrie plus petite que celle de l'industrie de la carte graphique, par exemple. Ouais. Quand on vend quelques milliers d'unités dans l'industrie audio, on fait « Ouh, super !» et tout, alors que bon, on parle par centaines de millions, de milliers, pardon, dans d'autres industries. Je crois que dans sa question, il demande pourquoi on ne pourrait pas augmenter la mémoire avec une simple clé USB, etc. Voilà. Je pense que pour le constructeur, c'est un petit peu compliqué de faire ça, parce que moi, personnellement, j'ai déjà essayé des clés USB qui sont tellement lentes, j'ai été complètement halluciné par ça. Donc c'est vrai que si eux, après, doivent gérer toutes les clés USB du marché, voilà, et puis avoir le SAV des gens qui leur téléphonent, qui leur disent ouais, j'ai acheté une clé USB mais elle marche pas avec votre synthé, pourquoi, gna gna gna, ah c'est parce qu'elle est trop lente, tout ça. Je pense qu'effectivement ça fait quand même beaucoup de problèmes. Le SAV c'est des emplois et c'est des gens qui vont être satisfaits mais des gens qui vont être insatisfaits, alors qu'en livrant comme ça des machines qui sont fermées, on est d'ailleurs dans la dynamique d'un Apple qui livre un truc tout fermé où on peut choisir 2-3 options mais pas plus, et où effectivement l'expérience client elle est géniale. Vous n'êtes pas déçu sur ce que vous avez acheté. Certes, vous ne pouvez pas l'upgrader, mais j'allais dire, ça marche. Le constructeur garantit et peut maîtriser comme ça SAV. C'est vrai que moi, comme exemple, dans le jeu vidéo, il y a la PlayStation 4 qui est sortie. Effectivement, c'est une console fermée, mais on peut quand même changer le disque dur à l'intérieur. Bon, il recommande certains disques durs, évidemment, mais c'est vrai que ça montre que c'est quand même faisable. Personnellement, alors parce que je suis du côté de l'informatique musicale, parce que j'utilise Contact, parce que j'utilise UVI, Workstation, tout ça, ça fait 15 ans que j'ai pas entendu une Workstation où je me suis dit ah là là, dis donc, qu'est-ce que ça sonne bien. Je trouve que ça fait poète. Les vents ou les cordes, les guitares dans les workstations, c'est risible. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on en teste une, si chère qu'elle soit, parfois des trucs à 2500, 3000 balles, il y a toujours des gens pour dire « Ah, ça sonne la mort !» Ah bah, tant qu'il y aura des gens pour dire « Ah, ça sonne la mort !» les constructeurs se remettront pas en question. Le jour où les claviers Nord se vendront plus parce que les gens diront « Non, désolé, ça, c'est pas possible, on veut pas l'acheter », là, Nord se remettra en question et peut-être ira vers d'autres technologies, tout ça. Bon, après, ce qui peut être vrai aussi, c'est que ce genre de synthé ou de clavier est souvent utilisé, par exemple les Nord, on peut l'utiliser pas mal en live, et c'est vrai que ces limitations en live, ça passe. Oui. Au niveau du son, voilà. C'est vrai qu'une fois que c'est dans une façade à 130 dB dans la gueule du public, à vrai dire, la qualité du sample... Voilà. Salut, connaissez-vous un séquenceur freeware qui se rapproche le plus de la logique d'Ableton Live? Merci et grand bravo pour AF. Écoute, Christian64, pour Ableton Live, écoute, on n'a pas vraiment de solution complètement freeware, il me semble. Non. Par contre, il y a une version d'Ableton Live qui coûte pas très cher, je crois 79 €, il me semble. Ouais, voilà. Alors forcément, c'est limité. Évidemment, c'est la version intro, c'est ça? Ouais. Après, le bon plan, c'est peut-être d'acquérir Ableton Live par le truchement d'un achat hardware. Souvent, Ableton, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a gagné sa notoriété au départ. Bon, déjà, c'est un séquenceur un peu de rupture qui a amené plein de nouvelles idées, notamment cette idée du live, de la matrice de pad et tout. Mais il fut un temps où dès qu'on achetait une interface audio, tout ça, on avait un Ableton Live, une petite version livrée gratos avec. Donc ça peut être la solution. J'imagine qu'il y a des versions éducation aussi chez Ableton. Et pensez aussi, je vous le dis, si vous êtes en galère de thunes, pensez aussi, le soft, ça s'achète aussi d'occasion. On peut revendre, suivant les licences, il faut être bien attentif à ça, mais suivant les licences, on peut parfois revendre des softs et ça peut valoir le coup parce que les softs, c'est bien, c'est que ça s'use pas. Donc c'est comme avoir un soft neuf, sauf que voilà, vous le payez moins cher. À quand on fait le patch Ardour? L'open source existe aussi en musique. Clin d'œil. On compte le faire, effectivement. On attend juste une nouvelle version majeure. On va regarder ça de plus près. On se désintéresse pas d'Ardour ni d'Harrison Mixbus qui est basé sur Ardour et qu'on compte aborder prochainement. À quand on fait le patch sur Senso Music Usine Holyoke? On a déjà eu un test écrit par notre très cher Sleepless. On va attendre une prochaine version majeure. C'est vrai que moi j'ai très envie de le faire. À la fois on flippe de le faire
parce que c'est velu. Ça a l'air super différent et de partir dans tous les sens. Ouais. Donc c'est une émission qui demandera de la préparation. Mais oui, en plus c'est un soft français, évidemment qu'on a envie de le faire. Alors, et sinon, j'aimerais bien voir les bêtisiers. Alors, sache qu'on a déjà 2 petits bêtisiers qui sont cachés à la fin de vidéos. Voilà, on va pas vous dire lesquels parce que ça serait trop simple. Mais voilà. Faut voir les 34 vidéos. Non, pas les 34. Je crois que c'est les vidéos récentes. Je crois qu'il y en a une sur les pieds de micro d'ailleurs. Oui. Mais bon, voilà, ça nous arrive de temps en temps de les faire. Mais généralement, les bêtisiers, on le publie en fait pendant la vidéo. Hein. Y a pas de montage. Oui, on coupe pas les conneries, donc. Si les Chinois fabriquaient des plugins, est-ce qu'ils seraient moins chers? La question, c'est est-ce qu'ils seraient aussi solides? Ah. Qui a trouvé le nom de l'émission? Combien de temps prend la préparation d'une émission? Avez-vous de retour des fabricants suite à des émissions sur l'un de leurs produits? Alors, le nom de l'émission, c'est mon très cher Arnaud qui l'a trouvé, effectivement. Donc, ça fait le concept, c'est mon très cher Grégoire. Voilà. Exactement. Tu as trouvé le nom qui fait référence d'ailleurs à On refait le match. Oui, voilà. Célèbre émission sur le football. Combien de temps prend la préparation d'une émission? Mais écoute, j'ai envie de te dire, ça dépend. Ça dépend du produit qu'on teste. C'est vrai que sur une stan, ça peut prendre plusieurs jours quand même. Parce que le temps de se faire à la stan et tout ça. Sur un plus petit produit, un petit plugin, voilà, ça peut prendre une journée ou même un peu moins si on veut. Quand on dit une journée, c'est plutôt quelques heures par-ci par-là étalées sur une semaine, 2, ça laisse le temps d'y réfléchir. Parce qu'il faut préciser qu'on fait le patch, ce n'est pas notre seule activité, effectivement. On s'occupe aussi du site Audiofanzine, évidemment, qui nous prend beaucoup de temps. Avez-vous des retours des fabricants suite à des émissions Oui, écoute, ça nous est déjà arrivé d'avoir des retours de fabricants, notamment Audionamics, je crois. Audionamics, qui avait été très cool. Alors, c'est des Français, c'est français et américains. Il y a des Français dans l'équipe, en tout cas. Et les mecs avaient été très cool parce qu'on n'avait pas été spécialement tendre. On avait été bienveillants quand même parce qu'on trouvait intéressant ce qu'ils faisaient, mais on avait trouvé ça un peu mal foutu par endroits. On n'avait pas hésité à dire effectivement les défauts, et eux, ils ont trouvé ça très cool parce que justement, ça les a aidés dans leur développement. Et je crois qu'il y a pas mal de choses d'ailleurs qu'ils ont corrigées suite à ça. Et des gars très beaux joueurs parce que c'est déjà arrivé, pas sur des patchs, mais sur des tests papier, où c'est déjà arrivé avec certains constructeurs, on fait des petits reproches, et là tout à coup, c'est comment vous osez dire du mal de mon produit? Puis on a eu récemment, je vous encourage à aller voir dans les réactions, quand on avait fait l'anthologie X d'Eventide, on a le fondateur d'Eventide qui, par le biais de son distributeur français, est venu répondre dans nos forums. Donc le distributeur a gentiment traduit, et la conversation était très intéressante. Et en plus, cet homme est non seulement un homme brillant auquel on doit notamment le pitch shifting, mais c'est un parfait gentleman. Donc la discussion était très intéressante. Voilà, comme quoi ça peut très bien se passer. Est-ce qu'on a tenté de vous acheter? Que faites-vous du matos mis à dispo par les marques? On pourrait faire un beau vide-grenier, ou bien on a tenté de nous acheter effectivement, mais pas assez cher. c'est ça le problème. C'est très très peu cher, c'est ridicule. Donc, je le rappelle, on est dans une petite industrie, donc ici les pots de vin c'est plutôt des petits pichets de vin en fait. Ouais, c'est ça. Non, on a vraiment jamais tenté de nous acheter. Non. Par contre, voilà, soyons clairs sur le matos. Le matos, en fait, pour le tester, on doit le rendre quand même. On demande aux marques, aux distributeurs la plupart du temps, de nous envoyer le matos. On fait bien gaffe à ne pas l'abîmer, le matos, et la marque le récupère après le test. Donc voilà, on est bien dégoûté. Sinon, je peux vous assurer que sur le Bon Coin, on arrondira bien nos salaires. Mais non, on ne garde pas le matos. À combien modérez-vous votre indépendance pour mettre 5 ou 6 étoiles? Non, mais en fait, on n'accepte que la cocaïne, donc l'argent ne nous intéresse pas du tout. C'est un truc qui revient souvent, l'indépendance de l'éditorial. On n'a pas trop le choix d'être indépendant et de pas trop dire de conneries, parce que en gros notre site, nos salaires sont payés parce qu'il y a du trafic sur notre site, parce qu'il y a des pubs. Si on veut qu'il y ait ce trafic, il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre vous et nous. Le jour où, parce que on aurait touché des pots de vin, on va vous dire des merveilles d'un matos pourri ou d'un logiciel à 2 balles, ce jour-là, on aura trahi votre confiance et vous direz ces mecs-là sont des vendus, il est hors de question que je revienne sur ce site, de toute façon c'est que de la merde, et nous donc on n'aura plus de trafic, donc plus de pub affichée, donc plus de salaire, fini Audiofanzine. C'est presque une obligation d'être indépendant et d'être honnête. En tout cas, si vous voyez un jour un paquet de Doritos, les chips là derrière nous, voilà, changez de crèmerie, cassez-vous tout de suite.
Existe-t-il des ouvrages références, livres, DVD qui traitent en profondeur le sujet du mixage? Alors écoute, j'ai envie de te dire, oui, on a quelques livres sous la main. Alors, Martin Home Studio. Voilà, Martin, donc qu'est-ce qu'on a? Alors bon, ça on va dire que c'est pas forcément le premier à lire, mais en tout cas nous c'est un livre qu'on aime beaucoup. C'est mon garçon. With Your Mind, voilà. C'est Paul Stavroux. Alors je crois que c'est un livre qui ne s'achète que sur le site de celui qui l'a écrit. Exactement. Il n'est même pas sur Amazon, parce que le mec veut pas donner 15% à Amazon. Ouais. On a ça mastering audio par l'irremplaçable Bobcats. Voilà, ouais. Alors Bobcats, ouais, c'est un peu le champion du mastering. Voilà. On en a d'autres qu'on n'a pas ici en live, mais moi je les ai sur mon Kindle personnellement. Il y a Bobby Owsinski. Alors qui a fait des trucs sur l'enregistrement, le mixage, le mastering, il a fait plein de trucs. Et alors ce qui est assez intéressant chez Owsinski, c'est que son truc sur le mixage, contrairement aux autres qui sont plutôt des tutos, enfin qui sont plutôt des ouvrages didactiques, lui il a fait des interviews d'ingé mixage pour leur parler de leur métier. Et donc c'est une approche différente mais très intéressante parce qu'il a rencontré des grands noms. Ouais. Bon, c'est un bouquin qui commence déjà à dater un peu. Il n'y a pas d'ingé son récent, mais ça reste très intéressant. Très intéressant. Sinon il y a Isaki aussi, Mixing Audio, et il y a le Mike Senior aussi, Mixing Secrets. Bon, effectivement, là vous allez me dire, et en français qu'est-ce qu'il y a? Eh ben il n'y a pas grand chose. Eh ben il y a Audiofandine. Mais il y a Audiofandine, effectivement, avec la superbe série de Nanto qui n'est toujours pas terminé, mais qui va se terminer un jour, je vous le promets. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à dire. À l'horizon 2024. Voilà. Dans plusieurs vidéos, j'ai entendu Red Led utiliser le mot feature avec un bel accent français. Écoute, mon accent t'emmerde déjà. Hein. Ma question est la suivante, je serai direct. Est-ce que ça ne fait pas un peu confiture? Oh, confiture, très bonne blague, j'adore. À quand des spéciales, on refait le patch en diffusion live, comme les gamers le font sur Twitch, avec possibilité de poser les questions en direct sur le chat. Écoute, ça, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose auquel on réfléchit évidemment depuis quelques temps, donc c'est clair qu'on va le faire. Je ne sais pas si on va utiliser Twitch ou je crois que YouTube peut directement faire aussi du streaming, donc ça c'est clair qu'on a envie de faire des émissions avec vous en direct pour avoir vos réactions, pour avoir les trolls en direct, ça c'est clair et net, ça va se faire. Est-ce qu'on peut envisager une parution papier des dossiers mixage et mastering de Nanto, donc voilà, dont on parlait dernièrement, avec l'enrichissement des commentaires très pertinents de certains membres? Écoute, c'est quelque chose. Alors je dis oui, alors je dis non. Voilà. Oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est quelque chose effectivement auquel on a pensé. Nanto est d'ailleurs d'accord pour qu'on puisse utiliser ces articles et faire un petit bouquin, effectivement. Par contre, effectivement, les commentaires de certains membres, là, ça va être plus problématique parce que déjà, et d'une, c'est beaucoup de boulot. Et de deux, on n'a pas forcément les droits de ce que oui, vous êtes propriétaire de ce que vous racontez sur les forums. Voilà. On n'a pas le droit de les prendre comme ça, de les publier comme ça. Voilà. Donc ça serait déjà plus compliqué. Mais en tout cas, on y réfléchit. Alors, une question très très longue. Moi, je trouve la fréquence des ronflages qui pourrait être augmentée, au moins hebdomadairement. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est du travail, c'est pas faux. Donc effectivement, toi, tu suggères, Darkmoon, qu'on fasse plus de vidéos. J'ai envie de te dire oui. C'est clair que nous aussi, on a envie de faire plus de vidéos. En plus, voilà, on a plein de sujets à traiter. Il y a toujours plein de choses qui sortent. Et puis même au niveau de la pédago, il y aura plein de choses à dire. On a des nouveaux concepts d'émissions aussi qu'on a envie de travailler et qu'on a envie de faire. Ça, c'est clair que la vidéo, je pense, prendra de plus en plus de place sur Audiofanzine. Je sache de toute façon qu'on est à peine 3 à l'éditorial. Donc voilà, on est très très peu nombreux. Ça reste quand même compliqué et très long de faire des vidéos. Dans les youtubeurs, il y en a beaucoup qui font par exemple des trucs sur les jeux vidéo. Il faut savoir que les youtubeurs qui proposent vraiment une cadence, ils en font leur métier. Pour répondre à ta question, Darkmoon, on a envie de faire toujours plus de vidéos, ça c'est clair et net. Tout à fait. Après, la seule limite, c'est nous. À part nous faire rire, à quoi sert l'ornithorynque? Eh ben moi j'ai envie de dire au mot contre triple, au Scrabble. Bon, faut arriver à le placer. Je n'ai jamais réussi à le placer encore, mais je pense que le jour où je le place, je fais le tour du village. À poil. Ah ouais, ça c'est. Surtout que son village c'est Paris quand même, donc c'est long. Hein. Attends, et le H il fait 4 points, le Y. Non, ça vaut pas tant que ça en fait. Non, il n'y a que des lettres de merde. Ah ouais, finalement, ça vaut pas le coup. C'est vraiment un animal qui sert à rien. Non, ouais. Peut-on se tirelipoter le schmilblick les soirs devant? On refait le patch. Écoute, Ultrasteak, tu fais ce que tu veux. Nous, du moment qu'on voit pas, ça tu ne fais ce nous que regarde tu veux. pas. Voilà, exactement.
Quelle heure est-il? Parce qu'on m'avait dit 14h32, mais je ne suis pas convaincu. Écoute, tu as tout à fait raison d'être sceptique à propos de l'heure, car il n'est pas 14h32. Il est quelle heure, là? Je sais pas, il est 16h32. Voilà. Ah, bah, 2 heures de décalage, en plus il est vraiment 16h32, c'est magnifique. Mais effectivement, on t'a menti, alors faites très attention à ce que les gens te disent. Ouais. C'est important. Est-ce que les vidéos sont monétisées? Oui, les vidéos sont monétisées, effectivement. Alors je dis pas que ça nous apporte des millions d'euros pour l'instant. On peut pas dire ça. Mais oui, effectivement, normalement, si vous n'avez pas d'adblock ou quoi, vous avez de la pub normalement au début de la vidéo. Donc oui, ça nous rapporte un petit peu d'argent. Nous, il faut savoir que les vidéos par grand vent, on refait le patch, avec le temps, elles vont faire 12, 13, 14 000 vues. Quoi. Bon voilà, ça vous laisse une idée du... Pas de quoi flamber quoi. Oui, non. Autre question, avez-vous une idée de la moyenne d'âge de l'auditoire d'Audiofanzine ainsi que la répartition pro et grand public? L'AFI moyen, il a 35 ans. On a peu de très jeunes, plutôt des gens diplômés en général. Ouais. Les pros, je crois que c'est à peu près 20%. Dans ce qu'on appelle grand public, il faut différencier ceux qui sont vraiment des gens qui sont là pour hobby, parce qu'ils s'intéressent juste. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens dans cette partie-là qui aimeraient devenir pro. Soit qui sont semi-pro, soit qui aspirent à devenir semi-pro ou pro. Je pense que c'est à peu près 30-40% des gens évidemment. Sur Audiofanzine. Regrettez-vous d'avoir fait un On refait le patch sur des pieds de micro? Non, pas du tout. On assume complètement parce que c'est des super pieds de micro en plus. Et voilà, et t'es jaloux parce que t'en as pas. Ouais, voilà. En termes d'audience, quel On refait le patch sur une stan a remporté le plus de succès? Alors écoute, j'ai regardé là du coup un petit peu avant l'émission. Et on était étonnés. On a été étonnés parce qu'effectivement, bon, Reaper a très bien marché. Alors bon, c'est un peu difficile de dire parce qu'on a changé de channel il n'y a pas longtemps pour faire un channel exclusivement français, sachant que les premiers On refait le patch sont sur le channel anglais. Donc du coup, c'est un petit peu difficile de comparer parce qu'évidemment, sur le nouveau channel, on n'a pas autant d'abonnés que sur le précédent. Mais en tout cas, oui, Reaper a très bien marché. Cubase, évidemment, marche bien aussi. On a été surpris. Samplitude a très très bien marché ouais, aussi. c'est ça. Moi, c'est celui qui m'a étonné. Ouais, mais il me semble que ce qui fait le plus d'audience, c'est pas forcément les stats en fait, c'était les batteries virtuelles. Easy Drummer et Addictive Drums. À savoir que je pense que ça a bien aussi marché parce qu'on les a fait très rapidement, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de les avoir on en était un peu en avant-première. exclu sur Easy Drummer. C'est vrai que ça change pas mal de choses. Quand les constructeurs se décideront à sortir du freeware en hardware? Écoute, c'est une très bonne question. Moi, je pense que ce qui changera tout, c'est le jour où les Chinois accepteront de construire des freeware. Le jour où les Chinois sont gratuits, le jour où les Chinois sont freeware. Voilà. Est-ce qu'une guitare enregistrée avec un ampli à lampe au travers du moteur audio de Cubase installé sur un Mac sonne mieux qu'une guitare enregistrée en simulation numérique au travers du moteur audio de Pro Tools installé sur un PC? Oui. Non. Petite requête suggestion, ce serait sympa de pouvoir tester un Cubase sous Atari ou un vieux tracker pour la nostalgie et aussi pour montrer aux plus jeunes d'où on vient. Bisous caresses, bah écoute, on t'embrasse aussi Renfly. Bah oui, c'est une très bonne idée. Après, techniquement, nous on n'a pas de vieille Atari ou de vieille Amiga. Bien genre du grenier, Voilà. Disons que ça peut être compliqué, même en passant par des émulateurs. Alors à la fois, moi ça me ferait marrer, parce qu'en plus, il y en a, j'ai même pas moi connu, je me suis jamais servi d'un séquenceur sous Atari. Moi j'étais plutôt Amiga à l'époque avec les trackers et tout, ça me ferait marrer d'essayer le premier Cubase sous Atari, mais j'ai peur que ce soit alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça et puis c'est tout. Ok. En même temps ça sera une vidéo rapide à faire. Voilà. Quel est le meilleur EQ à linéaire phase, s'il vous plaît? Merci. Ça va être un petit peu dur de te conseiller parce que nous on les a pas tous essayés. Moi le conseil que j'ai à te donner, nous déjà ce qu'on utilise, moi ce que j'aime bien, c'est les Fab Filters. Pourquoi je les aime bien? C'est parce que je trouve qu'au niveau ergonomie c'est pas mal. Je pense qu'il faut vraiment que tu te diriges vers un logiciel qui ergonomiquement te plaît, te convient en tout cas. Regarde les screenshots, regarde un petit peu comment ça fonctionne, essaie de voir des vidéos dessus. Surtout sur un EQ qui est peut-être le logiciel qu'on utilise le plus, le plugin qu'on utilise le plus éventuellement avec le compresseur et la reverb. En tout cas, te prends pas trop la tête sur le son en lui-même. Concentre-toi vraiment sur l'ergonomie, sur celui que tu préfères, que tu trouves le plus joli, le plus facile à utiliser, j'en sais rien. Et puis voilà quoi. À quel niveau doit être un mix pour attaquer un mastering? Eh ben écoute, un très bon niveau. Oui, c'est un très bon niveau. Bon, je pense qu'il faut que tu fasses déjà, si tu demandes à quelqu'un d'extérieur de faire ton mastering, déjà pose-lui la question à lui, parce que je pense que chacun. Visiblement, les goûts sont assez différents.
Exactement. Ouais. Voilà, pour avoir lu effectivement des interviews de différents ingénieurs en mastering, il se trouve qu'ils ont chacun leurs préférences, donc demande déjà à l'ingénieur en mastering qui va bosser pour toi. Mais voilà, garde en mémoire que voilà, il faut quand même faut qu'il garde une certaine marge de manœuvre en termes de dynamique, qu'on presse pas comme un gros bourrin sur ton bus master, ça sert à rien. Si vous bossez avec un ingénieur en mastering, gardez-lui du headroom, une réserve pour laquelle travailler. Ça dépend de ton niveau. Si vraiment tu débutes en mixage, oui, garde-lui, même envoie-lui des stems aussi. J'ai vu certains mecs qui demandaient des stems carrément, tu vois, pour mixer eux-mêmes. Voilà. Après, il y a des ingénieurs du son comme Fab Dupont qui, eux, par contre, compressent le bus master, mais bon, c'est en connaissance de cause aussi, quoi. Voilà, c'est un pro, il sait ce qu'il fait. Pensez-vous qu'avec la 5G et sa latence de l'ordre de 1 milliseconde, on pourra faire des répètes à distance depuis son PC, voire son smartphone? Alors moi, j'ai envie de dire, quand on fera du binaural sous Windows 10 en tactile, je pense que oui, on pourra faire de la MAO en 5G. Il y a des pays où le smartphone est même plus populaire que l'ordinateur. C'est-à-dire que les gens ont plus de smartphones que d'ordinateurs, comme en Inde. Donc oui, le smartphone, à terme, alors je ne sais pas si ce sera au niveau de la 5G ou de la 6G ou de la 7G ou de la 8G, mais le smartphone, à terme, va bouffer un peu comme ça le territoire de l'ordinateur. Et oui, on va avoir des latences ridicules, et oui, on va pouvoir faire de la musique, mais bien d'autres choses encore avec son smartphone, comme broadcaster de la vidéo. Maintenant, à savoir si ça va arriver avec la 5G, je pense qu'on aura des démos technologiques intéressantes avant que ça devienne vraiment un phénomène de masse. Ça reste à voir. Bon, en tout cas, vous pourrez commencer à faire de la musique avec votre smartphone, ça c'est sûr. Après, vous pourrez draguer des filles avec votre smartphone. Par contre, voilà, quand vous aurez envie ou besoin de faire l'amour, là, il va falloir sortir de chez vous quand même. Parce que... Veuillez excuser ma monomanie, mais ce serait chouette d'avoir des numéros de On fait le patch ou même des tests écrits de freeware de temps en temps. Alors écoute, tour, c'est une bonne idée. Effectivement, je pense que ça pourrait marcher. Après, c'est vrai que le but des On fait le patch, c'est quand même de répondre à la question, est-ce que je dois acheter ce logiciel ou pas? Donc c'est vrai que, étant donné que les freeware, ils sont gratuits, vous pouvez les essayer vous-même. Après, ton idée est pas Moi, je idiote, comprends. Je pense que si on le faisait, peut-être ce serait plus une sorte de faire un petit best-of, un petit tour des freeware qu'on a dans nos répertoires VST. Redled et moi-même. Ouais, je pense que ça. Voilà, où là ce sera rigolo. Je me demande parfois quand le successeur du MIDI va voir le jour, car le MIDI date des années 80. On peut déjà imaginer les possibilités gigantesques que pourrait apporter un nouveau protocole de nos jours. C'est marrant parce que j'en ai discuté hier. Alors le MIDI, la révision de la norme MIDI est à l'étude, elle est déjà en discussion. Mon interlocuteur, je ne le nommerai pas pour pas l'embarrasser, mais me disait, mais tu sais, le problème de la norme MIDI, c'est que il y a en gros ceux qui la possèdent, les deux plus gros en fait dans le consortium MIDI, c'est Yamaha et Roland, et qu'ils en ont un peu rien à foutre que ça évolue. Voilà. Et on sent bien que, alors, en même temps, ça revient pareil à la question qu'on avait tout à l'heure sur les mémoires embarquées sur les workstations. C'est qu'à la fois, moi, c'est vrai que je trouve que le MIDI est pas bien foutu. On est à une époque du réseau. On est à une époque où choisir entre 128 valeurs, excusez-moi, ça me semble assez crétinos, quoi. Tout évolue très vite, sauf cette bonne vieille norme. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, lors de discussions sur le sujet avec des internautes, il y en a plein qui disent non mais c'est très bien le MIDI, on peut tout faire avec le MIDI, ça marche très bien comme ça, pourquoi changer? Voilà, j'ai envie de dire ça changera le jour où les gens mettront le couteau sous la gorge des constructeurs en disant écoutez vos trucs, nous on n'en veut plus, on veut des choses nouvelles. Et j'ai plutôt l'impression que la norme MIDI se fera peut-être bousculer par un instrument nouveau, qui à un moment aura sa propre norme, et que là ils diront ah merde, il y a un truc qui nous échappe. On verra. Bon, il est aussi à noter qu'il existe l'OSC, l'Open Sound Control. Mais moi, ce que je souhaite plus que tout au monde, c'est que par exemple, à un moment, parce que c'est le genre de cette boîte de brusquer un peu les choses, une boîte comme Apple dise moi le MIDI. Il semblerait que le casting pour présenter les Ronflets Patch réponde avec des choses extrêmement précis, stricts et restrictifs. Sexe mâle. Check.
Check, effectivement. Barbe, Check. check. Les lunettes, Check. check. T-shirt de geek, écoute, non, j'en ai pas aujourd'hui, tu vois. Pas de check. J'ai des coups de soleil, c'est tout. Coiffure approximative avec calvitie naissante, mais je t'en prie. Hein. Check. Ciao, ça va. Non, moi je commence à avoir la coupe de M. Vous voyez, Ouais. c'est pas mieux. lui c'est plutôt là et moi c'est là en fait. Alors, n'y aurait-il pas une certaine forme de discrimination envers les roux, les chauves, les chemises hawaïennes, les représentants de commerce ou les blondes à forte poitrine? Alors, écoute, j'ai envie de te dire les blondes à complètement. forte poitrine, non. Non, ça C'est vraiment, on pas n'a rien notre genre. contre. Ça vraiment, C'est juste qu'on n'en a pas trouvé encore, mais Non, voilà, dès qu'on en a une, hein, on la met devant la caméra, C'est il pas n'y a notre pas genre. de problème. Les roux, écoute, non, du Non. moment qu'ils sont chauves, il n'y a pas de problème. Plus sérieusement, vous avez été très nombreux à nous faire ce commentaire qu'on se ressemblait. C'est un truc moi que j'ai remarqué depuis longtemps. Vous vous souvenez quand vous étiez au collège, quand il y avait deux nanas qui étaient copines, toujours elles se ressemblaient. Voilà. Elles étaient habillées pareil. Et en fait, il y a ce truc. Alors on ne sait pas si les gens qui se ressemblent, du coup, il y a le proverbe qui se ressemble s'assemble. Et on ne sait pas si c'est à force de traîner ensemble qu'ils finissent par se ressembler ou l'inverse. Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu les mêmes? Ce serait intéressant, je pense, de proposer des tests d'instruments de la collection de Synwalker, genre PPG. Plus généralement, une nouvelle série avec le nom qui va bien sur le matos vintage. Mais en tout cas, c'est une idée qu'on a depuis longtemps, effectivement, qu'il faut creuser parce que je pense qu'en plus, ça marcherait bien. On a déjà fait quelques articles sur du vieux matos. Je sais plus si c'était le micro, peut-être le SM57. Il me semble. C'est un truc qu'on avait. En Non, tout cas, c'est pas le TG88 de. je sais plus exactement, je Ouais, m'en souviens oui, plus, mais bon. c'est vrai qu'il y a quelques années, on a commencé à en faire. C'est vrai que bon, on n'a pas poursuivi, On mais pourra faire ça sur des grands best-sellers. Ouais. Et d'ailleurs, pour se poser la question, par exemple, c'est très intéressant sur le SM58, est-il aussi toujours aussi pertinent qu'il l'était à l'époque? Parfois, à la place de la review, je préférais des petits tutos. Mi bout à bout, ça finit par faire une excellente masterclass avec une ambiance fun, comme vous savez les faire. Écoute, Disorder à Cafarf, je te dis oui. Hein, je sais effectivement, faire des tutos en vidéo, ça peut être une bonne idée. C'est quelque chose auquel on pense effectivement. L'idée est très bonne. Encore une fois, nous, il y a plein de trucs. On a réfléchi même à d'autres concepts d'émissions dont j'espère certains verront le jour prochainement. Je ne vous dis rien. Ce sont vraiment des très bonnes idées, mais voilà, la seule limite, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est nous, quoi. C'est que voilà, on n'est pas très nombreux. On prend vos idées, hein. C'est d'ailleurs souvent des idées qu'on a eues aussi, mais voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut. J'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, c'est très important. Comme ça, vous serez prévenus dès qu'on publie une vidéo, ce qui est plutôt cool. Et puis, on vous dit très bientôt pour une vidéo où on fait le patch. Normal cette fois, tout à fait. comme d'habitude. À bientôt, ciao. Ciao.